Go ahead, Nandita. Great. Bonjour, bon après-midi et bonne soirée. Bienvenue au webinaire aujourd'hui organisé par le réseau ABP en partenariat avec OMS, UNFPA, FIGO, JPIGO et le planning familial. Je m'appelle Nandita Tate et je dirige le réseau de IBP basé à OMS à Genève et je suis ravie d'être votre modératrice aujourd'hui. La pandémie de COVID-19 continue de toucher la plupart du monde, avec plus de 2 millions infectés et plus de 150 000 décès dans le monde. Alors que nous continuons à promouvoir la distance physique, le testing et les traitements et services aux personnes touchées par le COVID-19, nous savons également que c'est important de soutenir la poursuite des services de santé essentiels, comme par exemple les services de la santé sexuelle et de la reproduction. Le webinaire aujourd'hui va se concentrer sur les implications de COVID-19 sur les services de planification familiale. Avant de présenter le programme, je veux prendre un moment pour reconnaître tous les travailleurs essentiels qui soutiennent les communautés pendant cette période. Je veux surtout reconnaître tous les agents de santé, médecins, infirmiers, thérapeutes, etc. Nous vous remercions infiniment pour votre service. Next diapo. Nous avons 5 présentateurs aujourd'hui qui vont partager leur expérience. Nous allons commencer par les perspectives mondiales de OMS, UNFPA et FIGO. Ensuite, nous allons entendre 2 exemples de pays, une de Guinée et l'autre de la France. Merci encore à tous nos présentateurs à l'avance. C'est une période très occupée pour tout le monde et nous apprécions vraiment qu'ils prennent le temps de partager leur travail avec nous. Next diapo. Quelques rappels avant de commencer. Pour ceux qui n'ont pas pu rejoindre en direct, vous pouvez accéder à l'enregistrement sur le site web. Vous pouvez aussi soumettre vos questions en utilisant le panneau à droite. C'est indiqué questions. Et nous avons mis une copie des diapositives à droite dans le panneau avec des autres documents à distribuer. Next. Bon, voilà. Maintenant, c'est avec grand plaisir que je présente notre première présentatrice, Dr. Mary-Lynn Gaffield. Dr. Gaffield est une épidémiologiste et une scientifique au département de la santé sexuelle et reproduction et recherche à OMS à Genève, en Suisse. Mary-Lynn, je vous passe la parole. Merci beaucoup et soyez le bienvenu tout le monde. J'espère que tout le monde peut m'entendre. D'abord, j'aimerais vraiment remercier le réseau de IBP pour arranger cet webinaire. Aussi, je m'excuse pour tous les fautes grammaticales que je fasse et aussi pour l'accent fort. Je donne cette présentation de la part de notre coordinateur, Dr. James Chiari. Il a fait la présentation en anglais il y avait quelques semaines et comme Nandita a dit avant moi, il y a aussi une recording en anglais aussi. Donc, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Je vais donner une récapitulatif en gros de perspective de l'OMS globale. Et pour, comme tout le monde sache maintenant, nous sommes dans une période très, très difficile et avec beaucoup d'inquiétudes et aussi avec des ruptures de services, surtout sur la planification familiale. Mais en gros, cette diapositive montre que pour l'OMS, maintenant, notre collègue, notre organisation reprend pour la première fois en fait avec beaucoup de ressources et de documents pour le public en général. Par exemple, des documents qui donnent le conseil au public et aussi quelque chose qui est très, très actif. Chaque jour, presque chaque jour, il y a une conférence pour la presse qui est disponible et on peut voir sur l'Internet
le polémique, les réponses et tout ça que notre directeur donne et aussi les points focaux sur le COVID-19. Donc, il y a plein de ressources et aussi en français, il y a quelques documents. Malheureusement, pas la gamme qui est disponible en anglais, mais nous efforçons de traduire la plupart, surtout sur la planification familiale, pour vous en français. Et je vais parler sur ça dans quelques minutes. Mais aussi, notre collègue donne aussi, il y a plusieurs ressources sur le site Internet qui est en bas, sur les conseils techniques, le conseil de voyage et aussi chaque jour, il y a une rapport de situation. Et moi, j'ai fait une petite recherche que la première rapport de situation, c'était mis en place le 21 janvier de cette année, où il y avait 282 cas confirmés avec 6 décès. C'est vraiment incroyable que c'était juste en janvier, il y avait juste quelques mois, et maintenant, notre jour, hier, le 80e 11 rapport était publié. Et maintenant, les décès, c'est presque 160 000 décès avec les cas confirmés qui est plus de 2 milliards. En fait aussi, l'OMS, il y a beaucoup de recherches maintenant et aussi notre organisation vraiment essaie de mettre une plateforme pour toutes les données et aussi une plateforme qui montre les publications gratuitement sur le COVID-19. En fait, après, je vais parler un petit peu sur les considérations principales de la réponse de l'OMS de COVID-19. Et fin mars, il y avait quelques lignes directives sur la planification des services. Et pour nous, il y a 8 points forts sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et pour la planification familiale, James et moi, nous avons souligné 5. La coordination, il est nécessaire d'avoir des communications, aussi de mettre en place surveillance et aussi de prendre en considération de prévention et contrôle des infections et en fait aussi le soutien opérationnel et logistique. Vous voyez en bas qu'il y a un site sur l'Internet dédié sur le COVID-19 et chaque jour, la cartographie est mise à jour. Il y a une mise à jour et ça, c'est une ressource que tout le monde peut passer un coup d'œil sur ça chaque jour. La prochaine diapo, s'il vous plaît. À la fin du mars, il y avait une ligne, une manuel interim qui vraiment souligne les 8 services essentiels qu'il est nécessaire de maintenir pendant cette période la pandémie. Et parmi les 8 services essentiels, il était noté que le service de santé reproductive est parmi les unes. Et ils ont noté que la planification familiale est aussi quelque chose qui est important. Maintenant, notre équipe à l'OMS est en train de formuler
une orientation sur qu'est-ce qu'on peut faire sur la planification dans cette période. Mais maintenant, ce qu'on a sur notre site Internet est des questions fréquentes, les questions et les réponses fréquentes. C'est en anglais maintenant, mais nous avons fait une traduction rapidement et nous espérons d'avoir cette ressource disponible dans les prochains jours pour vous. Je vais vous montrer une diapositive avec les thèmes principaux que cette ressource va répondre à. Et la prochaine, s'il vous plaît. Et donc, c'est juste de mettre un phare sur les thèmes, les moyennes que l'OMS conseille pour maintenir les prestations des services essentiels de santé essentiels, et la planification est l'une de ces services. Je vais souligner les 3 qui est vraiment important pour nous en planification familiale de vraiment réfléchir. Par exemple, il est nécessaire pour chaque programme d'identifier les services essentiels qui on doit adapter au contexte qu'on vit maintenant. Aussi, il est important d'optimiser les paramètres et les plateformes de prestation de services. Et ça, c'est quelque chose que est vraiment important pour la planification familiale. Par exemple, que peut-être il y a des services que les pharmaciens peuvent faire, ou bien l'autoprise des certaines méthodes de contraception. C'est ça qui est très important de cette période, parce qu'il est nécessaire d'avoir l'accès aux planifications familiales. Et en fait aussi, une autre chose est de redistribuer la capacité du personnel de santé. Et par exemple, de faire une cartographie des besoins des professionnels de la santé, et aussi de maximer les mesures de santé et de sécurité du personnel du travail. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. La prochaine, s'il vous plaît, diapo. En fait, voici les questions que notre petite feuille va répondre. Il y a 6 sujets, 6 questions vraiment pertinents pour les usagers de méthodes de contraception. Il y a les 3 derniers qui étaient vraiment soulignés pour les décideurs de programmes et des gestionnaires de programmes. Par exemple, une chose qui est toujours une question, et souvent les usagers demandent qu'est-ce que c'est la meilleure méthode de contraception à utiliser. Et pour nous, à l'OMS, le choix est le plus important. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre, mais dans le contexte qu'on trouve que il est vraiment nécessaire que la dame doive toutes les méthodes modernes de contraception contribuent à prévenir les grossesses. Les femmes et leurs partenaires peuvent choisir n'importe quelle méthode contraceptive moderne qui soit acceptable et sûre pour eux. C'est vrai que dans le contexte de COVID-19, que peut-être les préservatifs, les pilules de contraception d'urgence, peut-être le DMPA-SC, le Cyanopress, peut-être ça c'est quelque chose qui est plus disponible, mais c'est pas, c'est un choix. Et aussi il y a les méthodes comme le MAMA, le diaphragme, les méthodes qui dépendent du fécondité. Donc, il reste un choix, et c'est important que les usagers, les femmes qui veulent une méthode,
elles peuvent choisir. Une autre chose, une question que souvent les gens posent est que, par exemple, si une femme veut retirer ou remplacer son implant ou son DIU. Et je pense qu'aussi il y a plusieurs questions et réponses que plusieurs sociétés savantes, sociétés répondent aussi. Mais pour nous, à l'OMS, nous conseillons que le traite de méthodes à longue durée d'action telles que l'implant et les DIE après la période de l'utilisation recommandée peut ne pas être une priorité pour le système de santé d'un pays pendant cette période d'urgence sanitaire. Nous conseillons pour les femmes de discuter avec sa prestataire de services et aussi, par exemple, il n'y a pas de problèmes médicaux causés par un retard de la retraite de méthodes de longue durée d'action telles que les implants et le DIE. Et nous conseillons pour les femmes de n'essayer pas de retirer elles-mêmes la méthode de contraception. Nous conseillons que c'est mieux d'attendre avoir accès de soins de santé dispensés par une prestataire qualifiée. Voici aussi des autres questions que l'OMS répond pour les décideurs politiques et aussi les responsables de programmes. Et bientôt, toutes les réponses seront disponibles. La prochaine, s'il vous plaît. Maintenant, comme d'habitude, toujours notre équipe dans à l'OMS à Genève, les bureaux régionaux et aussi les bureaux de pays, nous sommes disponibles de donner le soutien technique, par exemple de renforcer et de renforcer le directif national et protocole national. Nous sommes aussi disponibles de renforcer de soutenir les formations de renforcement de capacité. Quelque chose de très important et nous sommes ravis de participer dans cet webinaire et le partage de pratiques, d'expériences est quelque chose qui est très, très important et je pense que tout le monde sur cet webinaire est en train de faire beaucoup de choses comme ça dans les semaines qui déjà passées. Et dans l'avenir aussi, c'est sûr que nous allons continuer à partager les pratiques et l'expérience de cette période qui touche vraiment tous les services sanitaires. Alors, la prochaine diapo, s'il vous plaît. En fait, aussi, notre équipe à l'OMS et aussi notre département est en train de collaborer sur les projets de recherche qui se passent dans l'organisation, dans notre organisation et aussi avec les partenaires. Et il y a des autres collègues qui est en train de ils sont en train de formuler un protocole qui essaie de faire une évaluation de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les systèmes de santé sexuelle et reproductif. Et ça comprend une évaluation et aussi il y aura une partie de recherche qualitative sur l'impact, l'effet de santé reproductive sur les femmes. En plus, pour le moment, c'est une idée, mais on voudrait peut-être poursuivre une recherche qui réponde aux réponses nationales qui essaie de maintenir les services de santé reproductive. Et pour ça, il y aura une documentation des efforts, une évaluation de l'impact de la pandémie de COVID-19 et aussi des études qualitatives. Je pense que tout le monde a déjà vu dans le
derniers mois, il y avait quelques publications, documents sur l'expérience de, par exemple, l'épidémie de Ebola, l'impact de Ebola sur les services de planification. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre et essayer de faire plus dans la période que nous trouvons maintenant, que nous trouvons ce jour-là. Alors, c'est juste en gros ce qu'on fait maintenant sur le COVID-19. Aussi, nous espérons de faire une petite mise à jour sur le manuel pour les prestataires de planification familiale. Et ça serait quelque chose, il y aura un nouvel chapitre dans le manuel qui répond à qu'est-ce que c'est les considérations pour les services pendant les périodes d'urgence. Alors, je passe la parole à la prochaine présentateur et merci beaucoup et j'espère que je peux répondre aux questions à la fin. Merci, au revoir. Merci Marilyn, c'était un très bon aperçu et vraiment agréable de voir toutes les ressources de l'OMS et aussi la recherche qui est en cours de planification. Merci. J'aimerais maintenant présenter notre prochain présentateur, Ben Light. Ben Light travaille pour UNFPA depuis 2004. Il est conseiller principal et il travaille sur la planification familiale et la sécurité contraceptive. Ben, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Nandita. Vous m'entendez bien, tout le monde? Oui, allez-y. OK, parfait, merci. J'ai 4 diapos. Athos, la prochaine, s'il vous plaît. Je pense qu'on n'est pas bien de temps et puis je vais couvrir les éléments de cette diapo très vite. Les fournitures de la santé de la reproduction, contraceptifs et médicaments de santé maternelle sont nécessaires pour garantir la pérennité des services et du choix. On le sait bien. C'est vraiment la fondation sur laquelle on se base. En tant que plus grand acheteur de contraceptifs donné au monde, le Fonds de population s'est engagé à faire en sorte que les fournitures essentielles parviennent aux nécessiteux, en particulier les femmes et les adolescentes marginalisées et vulnérables. Face à COVID-19, les fournitures et services de planification familiale restent vitaux pour la santé et le bien-être de millions de personnes. L'UNFPA, par le biais du service d'approvisionnement basé à Copenhague, achète des contraceptifs de qualité garantie qui répondent aux normes de qualité internationalement reconnues, principalement des produits préqualifiés par l'OMS. L'UNFPA prend des mesures administratives pour accélérer les achats, mais la pandémie pèse de plus en plus sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. La communication avec les fournisseurs et les fabricants s'est intensifiée. Les difficultés d'approvisionnement, de transport et de livraison allongent les délais et provoquent des fluctuations de prix. Prochaine, s'il vous plaît. Bon, ceci reprend la situation actuelle concernant l'approvisionnement des produits contraceptifs. On travaille bien sûr sur d'autres produits, surtout de produits essentiels de la santé maternelle, mais ici, dans cette présentation, je me base sur la contraception. Ces détails ont été bons au début avril. Depuis, il y aura eu quelques changements. On va vous mettre à jour peu à peu. D'abord, la contraception hormonale, les oraux, contraception d'urgence, implant et injectable. On attend des retards pour tous ces produits. En Inde, il y a une fermeture nationale. C'était au mi-avril et j'attends des nouvelles d'exactement où on est maintenant. Ces fabricants qui ont pu avoir des exceptions doivent faire face à des restrictions au port, etc. En Indonésie, les expéditions se poursuivent selon le calendrier qui était convenu avant la crise. La production pourrait souffrir
quand même si la crise perdure ou les ingrédients pharmaceutiquement actifs proviennent d'Europe. On estime que pour l'instant, le Fonds de population peut compter sur une base de stock pour couvrir les besoins pendant quelques 3 mois probablement. En Europe, la fabrication est à pleine capacité, mais il y a des défis prévus par rapport au prix, à l'approvisionnement, à l'emballage et à l'expédition, surtout au 3e et 4e trimestre de cette année. Par rapport aux préservatifs, d'abord les préservatifs féminins, les fournisseurs indiens sont touchés par la fermeture. Le fournisseur malaisien on pensait qu'il était soumis à des restrictions, mais en fait, j'ai bien compris que la compagnie est en mesure de continuer à expédier les commandes de préservatifs pendant le voyage de la Malaisie et a maintenant également reçu une exemption pour la fabrication à moitié de sa capacité. Alors, d'après ce que j'ai compris, cela signifie qu'elles n'ont subi aucun retard de leur part sur les commandes ouvertes et qu'elles pourront continuer à recevoir les commandes de préservatifs féminins. Alors, l'approvisionnement de quelques préservatifs féminins reste toujours possible. Par rapport aux préservatifs masculins, la production en Thaïlande semble se maintenir plus ou moins, assurant un certain niveau d'approvisionnement. En Chine, ça commence à revenir à la normalité. On expérimente des fermetures en Malaisie qui restreint les achats et en Inde, comme j'ai mentionné, on fait face à des restrictions. Par rapport aux dispositifs intra-utérins, les DIU, toutes les sources disponibles pour l'UNFPA sont basées en Inde et donc arrêtées ou compromises pour l'instant. Les commandes existantes sont bloquées, surtout à cause des restrictions portuaires. Il n'y a pas de fourniture pour l'instant de la part du Fonds de population. On fait face à des difficultés de livraison. Les transitaires sont confrontés par un marché fort volatile. Les prix changent toutes les heures à mesure que la capacité augmente et diminue. Les surtaxes affectent le fret routier et le fret maritime d'Europe vers l'Asie et les États-Unis. On attend un processus plus long et plus cher. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour assurer la disponibilité? Ces détails que je partage avec vous étaient bons hier, le 20 avril. Bon, ici, on est ciblé sur comment on va coordonner, prioriser et accélérer les expéditions. Le Fonds de population surveille l'impact du COVID-19 et sur les produits de l'APF et de la santé de la reproduction. Et ceci est un travail qui reprend tous les bureaux du Fonds de population, soit sièges, les bureaux régionaux et les bureaux nationaux, les autorités nationales, surtout le ministère de la Santé, mais aussi, bien sûr, les autorités de réglementation des médicaments et d'autres partenaires clés. On est en train de faire un grand travail de collecte de données et d'informations sur les niveaux de stock de contraceptifs et d'autres fournitures essentielles qui ont des risques prévus de rupture de stock. Il y a un processus de collaboration sur l'approvisionnement qui a été accéléré pour les commandes qui sont déjà en train. Les liaisons avec plusieurs collaborations mondiales, le CSP, le Coordinated Supply Planning, et aussi le CARS, le Coordinated Assistance for RH Supplies. Et ça, c'est pour prioriser les commandes pour chaque pays. L'UNFPA et USAID, en étroite collaboration, priorisent ensemble les demandes d'approvisionnement, les commandes, les expéditions, les calendriers de production, etc., pour garantir la disponibilité des produits dans les pays. Selon le risque de rupture de stock dans le pays, les commandes sont expédiées, sinon certains sont priorisés
ou reprogrammés. Quelques-uns sont envoyés complets, d'autres partiels. En plus, on fait des évaluations pour voir jusqu'à quel point il y a peut-être quelques excès de stock en plusieurs pays. Si jamais il est nécessaire d'avoir une dérogation, une exception, dans des conditions où le produit qui est approuvé n'est pas disponible sur le marché, on travaille aussi avec les autorités de réglementation des médicaments au niveau national afin d'avoir une exception. Si on peut passer à, ça c'est la dernière diapo. Alors, on est où maintenant? La situation des stocks dans les pays actuels. Ceci est sur base d'une analyse des risques de rupture de stock prévus dans les 6 prochains mois dans 46 pays du programme global UNFPA Supplies. Et ça, c'est en 46 pays des plus pauvres au niveau national, global, et on parle de contraceptifs et médicaments de la santé maternelle, mais ici, je vais vous donner des détails sur les contraceptifs. Ici, on donne une idée de la quantité de pays qui sont affectés. Par rapport aux méthodes de la contraception réversible à longue durée, les implants, d'abord à 2 tiges, il y a 2 produits qui sont préqualifiés et il y a 15 pays qui font face à la possibilité d'une rupture de stock. Pour l'implant, une tige, il y a 12 pays qui a la possibilité d'une rupture de stock. Pour la DIU, c'est 5 pays qui courent ce risque. Par rapport aux injectables, l'injectable intramusculaire, aussi connu comme DMPA-IM, il y a 19 pays qui courent un risque d'avoir une rupture de stock dans les prochains 6 mois. Pour le produit subcutané, le DMPA-SC, il y a 5 pays qui risquent d'avoir un problème. Pour l'injectable, relativement moins présent sur le marché, l'injectable de 2 mois, il y a 8 pays qui font face à la possibilité d'une rupture de stock. Par rapport à la pilule de la contraception, l'oral combiné, il y a 18 pays qui risquent d'avoir faute de stock. Et pour l'oral progestane seul, c'est 10 pays qui a ce risque. Pour la pilule de la contraception d'urgence, c'est 19 pays qui a cette possibilité d'une rupture de stock. Par rapport aux préservatifs, pour les préservatifs masculins, c'est 8 pays. Et pour les préservatifs féminins, c'est 5 pays qui courent ce risque d'avoir une rupture de stock. C'est très important, et je vais terminer avec ces 3 derniers commentaires, d'assurer, une fois que les produits sont au niveau national, un dédouanement rapide dans le pays pour minimiser les ruptures de stock possibles. Et il faut souligner que la distribution interrompue des produits de la santé de la reproduction en tant que fourniture médicale essentielle du port aux bénéficiaires est absolument essentielle. On voit de plus en plus les difficultés de formation des prestataires en raison des mesures de contact social et les restrictions dont il faut qu'on fasse face. Il y a aussi des défis qui sont attendus concernant la possibilité de déplacer les activités pour des formations en ligne, vu les contraintes d'Internet et de connectivité dans les pays en question. Dernièrement, je souhaiterais simplement, dernière diapo, partager avec vous des liens vers plus d'informations pour les questions. Je serai ravi de vous répondre, sinon par mail après la présentation. Merci beaucoup.
Excellent. Merci, Ben. C'est vraiment une situation tellement importante et aussi compliquée. Mais merci de nous avoir donné une très bonne mise à jour de ce qui se passe avec UNFPA. Je vais maintenant vous présenter notre prochaine présentatrice, Dr. Anita Mackins de FIGO. Dr. Mackins, elle est consultante obstétricienne et gynécologue. Elle est directrice de l'initiative DIU Postpartum à FIGO. Anita, je vous donne la parole. Bon après-midi, merci beaucoup pour l'invitation de IBP pour présenter aujourd'hui. Je vais parler au COVID-19 et ses implications pour les services de planification familiale et la déclaration que FIGO a faite. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, le FIGO, c'est la Fédération internationale de gynécologie et obstétricie. Elle comprise 132 pays membres. On a le comité de contraception et de planification familiale. C'est un groupe de 10 spécialistes de tout le monde, dont la présidente est Madame Jill Sheffield. Et ils se sont réunis pour écrire ces déclarations que je vous présente aujourd'hui. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Premièrement, il faut dire que les services de contraception et de planification familiale sont des éléments de base de services de santé essentiels et l'accès à ces services est un droit humain fondamental. Les conséquences de ne pas fournir ces services peuvent résulter en un agrandissement de la mortalité maternelle et néonatale à cause d'une augmentation des grossesses involontaires et non planifiées. La prochaine, s'il vous plaît. L'Institut Guttmacher vient de publier un estimatif de l'impact de COVID-19 pandémie sur la santé sexuelle et reproductive dans les pays de moyenne et basse revenus dans le journal scientifique International Perspectives on Sexual and Reproductive Health ce mois d'avril. La table montre que s'il y aura un déclin de 10% dans l'usage de contraceptifs réversibles de courte et longue durée, l'impact sera de 48 millions de femmes additionnelles avec un besoin non satisfait de contraceptifs modernes. Aussi, on aura 15 millions de grossesses additionnelles involontaires. Si on a un déclin de 10% dans la couverture de services des soins essentiels pour la grossesse et le nouveau-né, on prévu un impact de presque 2 millions de femmes additionnelles ayant des complications obstétriques sans soins, 28 000 morts maternelles additionnelles, presque 2,5 millions nouveau-nés additionnels ayant des complications sans soins et 168 000 morts additionnelles de nouveau-nés. Si on a 10% de changement dans les avortements, on aura plus que 3 millions d'avortements additionnels avec risque et 1000 morts maternelles additionnelles. Alors, c'est un problème vraiment énorme. Le prochain, s'il vous plaît. Alors, nous présentons 6 points d'action clés pour les dirigeants politiques et les fournisseurs de systèmes de santé. Les 6 points comprennent premièrement, élargir les services de planification familiale postpartum. Deuxième, renforcer l'accès aux méthodes auto-soins. Troisième, enlever les obstacles. Quatrième, mettre en pratique la télémédecine. Cinquième, anticiper et répondre aux défis probables de la chaîne logistique. Et sixième, garantir l'équipement de protection individuelle adéquat pour les travailleurs de la santé. Prochaine, s'il vous plaît. Alors, premièrement, la planification familiale postpartum. L'augmentation des soins prénatals et des naissances en institution observée au cours des 20 dernières années est devenue incroyablement précieuse, comme une occasion unique de fournir aux femmes des conseils sur les options contraceptives et des soins de santé complets et intégrés. La pandémie de COVID-19 a entraîné
la fermeture partielle et parfois complète des services de santé sexuelle dans de nombreuses régions du monde. Les soins prénatals, les accouchements et les soins postnatals peuvent être les seules possibilités pour les femmes d'accéder à la contraception. Alors, il faut que les soins prénatals et les messages doivent inclure des conseils sur l'espacement des naissances. Il y a besoin urgent d'élargir les services de planification familiale postpartum, en particulier les contraceptifs réversibles à longue durée d'action, les LARCs, les DIU postpartum, les DIUP, les implants et les injections contraceptives. Les DIU postpartum sont particulièrement plus efficaces, réduisent le besoin de retour à une clinique pour une méthode contraceptive plus tard et sont très rentables. La FIGU, avec son initiative de DIU postpartum dans 6 pays de l'Afrique et l'Asie, a montré que c'est sûr et pas trop difficile d'implémenter. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Les méthodes auto-soins devraient être encouragées et fournies aux femmes et aux hommes de manière proactive. Les méthodes comprennent les pilules contraceptives d'urgence, les pilules contraceptives orales, et c'est nécessaire de donner un grand stock, un stock pour 1 an. Les injectables qui sont auto-injectables, par exemple Cyanopress, les préservatifs, les anneaux vaginaux et les méthodes de sensibilisation de la fertilité doivent être utilisées correctement. Ces méthodes sont souvent sous-utilisées dans les systèmes de santé publique. On a vu déjà le risque accru de violences sexistes contre les femmes. Les méthodes auto-soins sont indispensables en ce cas. Merci. Pour la prochaine. Les obstacles à l'accès à la contraception doivent être enlevés. Il faut rendre les processus plus simples. Il faut la déconcentration des processus à partir de grands systèmes unifiés contribuerait à l'apporter des modifications spécifiques et contextuelles au protocole. Il faut le partage, le transfert des tâches. Les infirmières et les sages-femmes devraient fournir des conseils et des méthodes contraceptives. Les DIU, les implants et les injectables, et en plus de prescrire la contraception. Il faut enlever les règles qui ne sont pas nécessaires. Dans de nombreux pays, les pharmacies ne sont pas autorisées à vendre certains produits directement aux utilisateurs en raison de sécurité ou de protection du marché obsolète. Les pharmaciens sont un allié clé dans cette situation et il faut les utiliser. Merci. La prochaine. Mettre en pratique la télémédecine. La prestation de services de santé par des professionnels utilisant la technologie pour échanger des informations avec les femmes devait être maximisée et étendue rapidement dans tous les domaines de la santé. Il est maintenant temps de capitaliser sur des interventions pilotes comme l'utilisation des téléphones portables, l'utilisation des sites web et des centres d'appel, l'utilisation des médias sociaux et la livraison des produits contraceptifs chez les gens. La prochaine, s'il vous plaît. Cinquième, nous devons anticiper et répondre aux besoins et défis probables de la chaîne logistique. On a déjà entendu les problèmes qu'il y en aura les prochains 6 mois. Alors, il y aura des défis probables à cause d'une réduction du commerce transfrontalier des matériaux utilisés dans la fabrication des méthodes contraceptives, les limites de transport à l'intérieur des pays, et à cause de la bureaucratie accrue avec l'importation de marchandises à travers le monde. Alors, les gouvernements
doivent planifier à l'avance des approvisionnements des produits spécifiques dans leur chaîne logistique. Il faut qu'ils veillent aux exigences de surveillance et de logistique pour s'assurer que les approvisionnements arrivent jusqu'aux clients. Et le gouvernement doit avoir des stratégies d'atténuation concernant la sécurité, le stockage et le réapprovisionnement des produits contraceptifs. Merci. La prochaine diapo. Et sixième, finalement, les travailleurs de la santé doivent disposer d'un équipement de protection individuelle adéquat. Des informations transparentes sur le coronavirus, son mode de transmission, son épidémiologie locale, leur permettront de comprendre la meilleure façon de continuer à fournir des services de santé essentiels dans leur environnement. En cas de pénurie d'équipement, des solutions doivent être recherchées localement grâce à des partenariats publics-privés, un engagement communautaire et des technologies innovantes. Merci. Et finalement, la prochaine. Pour dire merci et finaliser à dire qu'il faut rappeler au personnel de tous les niveaux du système de santé que toutes les femmes et les hommes doivent avoir accès à des services de planification familiale fiables et que les efforts d'intégration doivent être poursuivis lorsque cela est possible. Merci. Merci Anita. C'était excellent. Nous sommes heureux de voir les conseils de FIGO et les 6 points clés sont vraiment excellents et sont vraiment clairs. À nos participants en ligne, n'oubliez pas que vous pouvez trouver la déclaration de FIGO et les lignes directives sur les interventions d'entreprise à droite. Sur le panneau à droite, c'est écrit « Document à distribuer ». Bon, merci. Nous allons maintenant passer à des exemples spécifiques à certains pays. Je vais d'abord vous présenter Dr. Yolande Hijazi de Jepaigo, Guinée. Dr. Hijazi est professeure d'obstétrique et de gynécologie à l'Université de Conakry. Elle est directrice nationale de Jepaigo, Guinée. Dr. Hijazi, je vous passe la parole. Merci. Merci Nandita. Bonjour et bon après-midi à tous. Je suis très heureuse cet après-midi de partager avec vous au nom de l'équipe de JHPIEGO Guinée l'impact de la maladie à virus Ebola dans les services de planification en Guinée. Comme vous le savez tous, entre 2014 et 2015, la Guinée a subi l'épidémie de maladie à virus Ebola et cette épidémie a créé un sérieux défi pour le système de santé qui était déjà faible et qui avait beaucoup de responsabilités pour gérer un lourd fardeau lié aux maladies transmissibles, telles que le paludisme et les maladies diarrhéiques, entre autres. Et il faut remarquer que déjà, il y avait très peu de fréquentation des services et donc l'épidémie menaçait d'annuler rapidement tous les progrès qui avaient été réalisés en général pour les services de santé et en particulier pour l'utilisation de la planification familiale. Compte tenu de cette menace, une analyse des données de prestation des services de santé a été réalisée pour évaluer l'impact de l'épidémie d'Ebola sur l'utilisation des services en général, y compris les services de planification familiale. Ceci avait pour but de nous permettre de faire une planification et une identification objective des stratégies de restauration. Après des restaurations des services, une fois que l'épidémie serait maîtrisée. Maintenant, je vais vous partager quelques chiffres qui sont issus des constats de cette analyse. Alors, après la montée en puissance de la maladie à virus Ebola, l'utilisation des services de santé maternelle et de planification familiale a fortement diminué dans les différentes régions touchées, qui étaient les régions de Zérékoré et de Conakry. Nous voulons rappeler aux auditeurs qui ne connaissent pas très bien la Guinée que la région de Zérékoré était le foyer de l'épidémie de la maladie à virus Ebola
et elle était frontalière avec le Libéria, où vous savez qui était le pays qui était aussi bien impliqué et bien impacté par cette épidémie. Et Conakry est la capitale de la Guinée, où il y a environ 2 millions d'habitants, où la majorité des gens habitent dans ce pays et donc dans cette ville, et donc qui était vraiment une ville à risque. Alors, sur cette première diapositive, nous pouvons voir que les services de planification familiale, que pour les services de planification familiale, le nombre d'utilisateurs moyens a chuté de 75% à Zérékoré, comme vous le voyez ici, de 10 000 utilisateurs de planification familiale. Nous sommes tombés, avant l'épidémie, nous sommes arrivés à 2500 à un an de l'épidémie. Pour la région de Conakry, la chute a été d'environ de 53%, et pour la région de Kankan, la chute a été environ de 65%. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Diapositive suivante. Vous m'entendez? Voilà. Alors, sur cette diapositive, nous vous présentons ici l'évolution du nombre de nouveaux utilisateurs de la planification familiale dans les structures sanitaires et au niveau communautaire. Qu'est-ce que nous constatons? Que la diminution du nombre de nouveaux utilisateurs de planification dans les structures sanitaires était plus importante qu'au niveau communautaire. Et cette baisse était enregistrée particulièrement pour les méthodes de longue durée d'action par rapport aux autres méthodes. Ceci coïncidait avec une baisse globale de l'offre de services de santé à mesure que l'épidémie avançait dans le pays. Et pourquoi cette baisse était beaucoup plus notée au niveau des structures sanitaires? Parce que la population avait peur de se rendre dans ces établissements. Donc, la distribution à base communautaire avait eu l'opportunité, on avait saisi l'opportunité de la distribution à base communautaire pour au moins subvenir aux besoins des femmes qui avaient recours à ces agents communautaires. Prochaine diapositive. Prochaine diapositive. Si nous parlons ici de l'évolution des méthodes de longue durée d'action dans toutes les régions qui étaient affectées par le projet, nous pouvons voir la diminution à travers les différents trimestres du nombre d'utilisateurs du dispositif intra-utérin qui a chuté de 71%, de l'implant qui a chuté de 62%. Nous avons mis un focus sur l'utilisation du dispositif intra-utérin du postpartum et nous voyons que l'utilisation de cette méthode a chuté d'environ 80%. Il a été le plus affecté. Pourquoi? Parce que les femmes ne venant pas à la structure sanitaire pour accoucher, donc parce qu'elles avaient peur de venir à la structure sanitaire, donc l'utilisation du dispositif intra-utérin a été fortement affectée. En effet, pendant cette période, le nombre d'accouchements dans les structures sanitaires a diminué de façon spectaculaire en passant de 11 257 avant l'épidémie à 3 680 un an après l'épidémie. Et ceci nous a amené à penser que cette diminution nous a amené à penser que certainement ceci jouait sur l'augmentation aussi de la mortalité maternelle et la mortalité néonatale, étant donné que les femmes ne fréquentaient pas les structures sanitaires. L'impact de la maladie à virus Ebola n'était pas limité seulement à l'utilisation des services, mais nous savons que les prestataires de services avaient payé un lourd tribut et ils avaient été fortement touchés par cette épidémie. Ceci était dû au fait que les pratiques de mesures de prévention et de contrôle de l'infection étaient très peu respectées dans les structures sanitaires. Et en Guinée, nous avons enregistré l'infection de 211 prestataires et le décès de 115. Donc, la perte des prestataires et la peur que cela entraînait a aussi affecté la disponibilité et l'utilisation des services. Qu'avons-nous appris de tout cela? En tirant les conclusions de... Vous pouvez enlever la diapositive. En tirant les conclusions de ce qui s'est passé, pendant l'épidémie Ebola, nous pouvons vous dire que pour assurer la continuité et la restauration des services de santé, il faut veiller à ce que les structures sanitaires soient des endroits sûrs pour les prestataires, les patients et les communautés.
Pour ce faire, les éléments clés de la continuation et la restauration des services de santé devraient inclure, premièrement, l'établissement des unités de triage, dépistage et isolement des cas de la maladie à virus Ebola dans toutes les structures sanitaires, renforcer les pratiques de prévention et contrôle des infections en formant les prestataires de soins de santé et en mettant surtout à leur disposition les fournitures essentielles. Cet aspect de disponibilité des intrants de prévention et contrôle des infections est très important et doit nécessairement compléter la formation. Et le troisième point, il faut assurer les pratiques de prévention et contrôle des infections de base au niveau communautaire, telles que l'hygiène des mains, et installer des dispositifs pour l'hygiène des mains dans les lieux publics comme les marchés, les épiceries, etc. Et le dernier point, c'est le dernier point, mais il n'est pas le plus négligeable, mais plutôt l'un des plus importants, c'est éduquer la population à respecter le triage mis en place dans les établissements de soins afin de les rassurer et de restaurer la confiance de la communauté avec les services de santé. Et ceci doit se faire grâce à des campagnes de communication efficaces. Ce point est essentiel pour poursuivre et restaurer les services en situation d'épidémie. Ces stratégies ont permis de protéger les prestataires, les clients et les patients et de les encourager à revenir de nouveau dans les structures sanitaires pour recevoir les services de planification familiale et de santé maternelle et néonatale. D'un autre côté, après l'épidémie, pour pouvoir restaurer les services, les prestataires ayant été touchés par la maladie à virus Ebola, la Guinée a été obligée de recruter et de déployer des nouveaux diplômés dans les structures sanitaires où le besoin se faisait le plus ressentir. Et bien sûr, des formations supplémentaires pour les méthodes de longue durée d'action et la planification familiale du postpartum ont été effectuées pour ramener les services où ils étaient avant l'épidémie et assurer une masse critique de travailleurs de la santé possédant des compétences nécessaires pour l'offre des méthodes de longue durée d'action et de la planification familiale en particulier. Quel est le parallèle que nous pouvons faire avec l'épidémie ou la pandémie à Covid? Même si ce n'est pas la même ampleur et la même gravité, nous savons que cette situation de pandémie représente un défi pour tout le monde entier aujourd'hui. Nous savons aussi que Covid-19 et Ebola sont toutes deux des pathologies virales hautement contagieuses. Avec l'évolution de la pandémie, il faudrait s'attendre à observer un impact similaire sur les services de santé, en particulier sur les services de planification familiale et de santé maternelle. Compte tenu de ce fait, nous devons nous appuyer sur l'expérience vécue et nous voulons partager ici 3 messages très importants à retenir. C'est qu'on doit être convaincu que les services de santé de routine sont les premiers touchés lors des flambées de maladies infectieuses graves comme la maladie à virus Ebola et le Covid-19. Et qu'il faut faire donc des efforts supplémentaires et une approche systémique pour renforcer les établissements de santé pendant et après les flambées de maladies infectieuses afin de permettre la continuité des services et de préparer la restauration. Enfin, il faudrait renforcer la confiance des communautés et des agents de santé en transformant et en mettant tous les efforts pour que les structures sanitaires soient des endroits sûrs et essentiels pour assurer la continuité et la restauration des services de routine. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention et nous serons très heureux de répondre à vos questions. Merci. Merci, Dr. Rejazi. Nous apprécions beaucoup les enseignements tirés de la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Guinée. Il y a beaucoup qu'on peut apprendre, même si ce n'est pas la même maladie. Comme vous avez dit, il y a beaucoup de leçons et on attend les questions. Bon, enfin, je suis ravie de vous présenter Alice Ackerman de Le Planning Familial. Alice est championne dynamique des droits de femmes et elle travaille avec une organisation, le Planning Familial, basée à Paris. Alice, je vous passe la parole. Nandita. Du coup, pour rapidement présenter le planning familial pour que tout le monde sache un peu ce qu'on fait. Donc, nous sommes une association féministe d'éducation populaire et donc, comme Nandita disait, nous sommes basés à Paris, mais nous avons des associations départementales, donc des antennes départementales un peu partout en France, à la fois en France
métropolitaine et aussi d'outre-mer. Et nous sommes le plus grand fournisseur de France en termes de services de santé sexuelle et reproductive. Et du coup, je propose dans cette présentation de vous partager les conséquences de la crise du Covid sur les droits et la santé sexuelle et reproductive en France. Next slide, s'il vous plaît. Donc, pour commencer, en France, le confinement a commencé le 17 mars et on a eu l'information par le président de la République, Emmanuel Macron, que le confinement sera partiellement levé à partir du 11 mai. Et donc, les conséquences majoritaires sur l'accès au DSSR, aux droits et à la santé sexuelle et reproductive, sont, du point de vue du planning familial, la fermeture de de la majorité des associations départementales, et donc l'augmentation significative de nos appels sur notre plateforme numéro vert, notre numéro vert national, qui est un numéro vert gratuit et anonyme sur les questions de sexualité, d'IVG et de contraception. Et donc, on a observé une grande difficulté d'accès aux droits à la santé sexuelle et reproductive, une augmentation des violences faites aux femmes et aux enfants, et aussi une augmentation de la précarité de façon assez globale. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, pour commencer, on a essayé de mettre en place des méthodes innovantes pour pouvoir continuer nos services. Donc, à la fois, dans certaines associations départementales, on a maintenu des permanences médicales pour les urgences, pour l'accompagnement des personnes, à la fois au niveau gynécologique, sur des contraceptions, des grossesses. Et nous avons aussi maintenu nos permanences téléphoniques. Donc, je mentionnais le numéro vert national que nous avons. Et en termes d'augmentation d'appels, entre le 16 mars et le 1er avril, comme vous pouvez le lire, on a eu une augmentation d'appels de 51%, ce qui est énorme, et une augmentation des appels dans les numéros locaux des associations départementales. Et pour les personnes qui ne peuvent pas forcément nous appeler, on a aussi mis en place des permanences de chat privé, donc de permanence en ligne, surtout sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram ou Snapchat, pour aussi atteindre les jeunes qui ne vont pas forcément décrocher leur téléphone pour nous appeler, parce que ça peut être plus ou moins impressionnant, et les réseaux sociaux sont peut-être parfois plus accessibles pour les jeunes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et donc, pour améliorer cet accès, donc comme je disais, on a maintenu des permanences médicales, mais le numéro vert est devenu vraiment une ressource majoritaire pour l'accès aux droits sexuels et reproductifs. Donc, nous avons un annuaire qui regroupe tous les centres de santé en France, et nous l'avons mis à jour pour que nous sachions où les centres sont toujours ouverts dans cette période de coronavirus, puisque comme vous le savez, il y a des hôpitaux et des centres de santé qui ont été réquisitionnés pour l'effort de traitement dans le cadre de l'épidémie. Et du coup, dans certains départements, il est beaucoup plus difficile d'accéder à des centres de santé et des centres de planification, puisque beaucoup ont fermé. Donc cet annuaire est une vraie ressource pour que nous puissions orienter les personnes lorsqu'elles nous appellent. On a aussi, donc nous sommes au planning familial, nous sommes dans une démarche de délégation de tâches, donc c'est-à-dire de démédicalisation. Et donc, nous avons mis en place des ordonnances démédicalisées, à la fois, donc, comme il est noté pour le bêta-HCG, donc c'est des prises de sang pour que les personnes sachent à quel stade de la grossesse elles sont, et aussi des ordonnances démédicalisées pour des préservatifs externes, puisqu'il est plus difficile d'accéder à des préservatifs gratuits, bien qu'une ordonnance, ça ne permet pas forcément d'avoir gratuitement un préservatif, mais au moins dans un prix beaucoup plus restreint. Donc, lorsque les personnes appellent ce numéro vert, nous pouvons leur envoyer cette ordonnance-là, et après, elles peuvent sortir, aller en pharmacie, puisque c'est autorisé d'aller en pharmacie en période de confinement, pour avoir accès à un préservatif ou faire dans un laboratoire une prise de sang. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et du coup, on a élaboré un plaidoyer pour pouvoir faire remonter ce que nous observons sur le terrain. Donc, notre avantage, c'est de pouvoir avoir des associations départementales qui observent des inégalités dans les départements et aussi des remarques généralistes sur l'accès aux droits. Et donc, nous travaillons de façon assez proche avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le secrétariat des droits des femmes et des parlementaires pour faire aussi avancer le cadre légal. Et nous essayons d'investir le plus possible le travail en réseau avec des associations pour répondre à ces demandes parfois urgentes sur l'accès aux droits et à la santé sexuelle et reproductive. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Et donc, pour faire plusieurs focus, par exemple, sur la contraception, on a remarqué une réelle problématique d'accès, puisque, par exemple, dans nos associations départementales du planning familial, beaucoup de mineurs viennent nous voir pour pouvoir accéder à la contraception de façon gratuite et confidentielle, donc sans avoir l'accord de leurs parents. Et lorsqu'ils sont en confinement, ils ne peuvent plus accéder à cette contraception, puisque on leur donne directement dans le centre sans ordonnance. Et du coup, ils se sont retrouvés souvent à nous appeler sur le numéro vert pour nous dire qu'ils n'avaient plus, de pilules. Donc, pour certains, nous avons mis en place des téléconsultations avec des médecins et des sages-femmes de nos associations départementales, mais aussi des ordonnances démédicalisées qu'on envoie aussi par mail aux pharmacies pour que les jeunes filles puissent aller chercher leur contraception. Et le gouvernement a aussi mis en place un nouveau décret qui permet aux ordonnances qui sont périmées, donc pour les personnes qui ont des ordonnances mineures et majeures, de les utiliser quand même et d'aller en pharmacie pour y accéder. Et comme vous pouvez le voir, on continue à essayer d'utiliser notre plateforme. Donc, il y a Piloops, une application pour le suivi de la pilule et de la prise à pilule, pour que les personnes puissent nous contacter aussi au téléphone, aussi en ligne et en physique lorsqu'il y a des urgences, à la fois sur les questions de contraception, mais aussi contraception d'urgence et les potentielles grossesses aussi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et dans le cadre de notre plaidoyer, on observe aussi une mise en danger de ces droits et de la santé sexuelle et reproductive, à la fois en France, mais aussi en Europe et à l'international. Et donc, nous faisons partie du réseau IPPF, qui est la Fédération internationale pour le planning familial. Et en tant que membre de cette fédération, nous sommes dans une démarche de soutien et de solidarité avec les pays d'Europe et du monde pour que ces droits soient toujours accessibles, même en période de confinement. Parfois, ce n'est pas forcément voulu, c'est que les centres hospitaliers sont obligés d'être réquisitionnés pour le traitement du Covid, mais du coup, ça déstabilise et empêche l'accès à ces droits. Et donc, nous essayons de participer à ce plaidoyer et aussi de partager nos pratiques en France pour qu'elles puissent inspirer les autres plannings familiaux d'autres pays et d'autres associations et de les mettre en place dans leur propre pays. Donc, next slide, s'il vous plaît. Et du coup, pour permettre l'accès à l'information, ce qui est le plus difficile dans cette période de confinement, nous avons mis à place une campagne sur notre numéro vert qui n'était pas forcément connue dans tous les départements et par toutes les tranches d'âge. Et donc là, vous avez deux exemples de notre visuel pour permettre aux personnes de savoir que nous existons, que nos droits sexuels sont toujours accessibles, même en période de confinement, et avec des informations clés comme sur la contraception, sur les IST et d'autres thématiques qui sont toujours très, très importantes et liées à notre numéro vert sexualité, IVG, contraception. Next slide, s'il vous plaît. Et du coup, je parlais en début d'intervention sur l'augmentation des violences faites aux femmes et aux enfants. Donc, c'est quelque chose que nous observons. Nous n'avons pas encore de chiffres, mais ce qu'on fait remonter à la fois les associations départementales, mais aussi les associations avec lesquelles nous travaillons, extérieures au planning, c'est que nos numéros, du fait de la fermeture de la plupart des permanences physiques qui sont dédiées aux femmes victimes de violences et aux enfants victimes de violences, nous pensions qu'il y aurait une augmentation des appels sur les plateformes nationales pour les personnes victimes de violences. Et en fait, c'est bien l'inverse. Il y a une baisse considérable de l'utilisation de ces numéros de téléphone. Et du coup, c'est très inquiétant puisque ça veut dire que les personnes ne peuvent pas nous appeler puisque du coup, l'auteur des violences, l'agresseur, est à proximité, peut être en confinement avec ces femmes et ces enfants qui sont victimes de violences. Et donc, c'est quelque chose de très inquiétant et nous sommes dans l'appréhension surtout de la période de déconfinement où nous allons recevoir ces personnes qui ont été victimes de violences pendant cette période de confinement qui aura duré 2 mois, ce qui est très long. Et donc, on a essayé au niveau associatif et au niveau gouvernemental de promouvoir les numéros qui existent. Donc, il y avait le 3919 pour les femmes victimes de violences. Il y a un nouveau numéro national donc gratuit et anonyme qui a été mis en place pour les auteurs de violences. Et il y a toujours le numéro 119 pour les enfants victimes de violences. Et comme dit, il y a toujours le 114 qui est un numéro par SMS pour les personnes malentendantes et sourdes. Il y a eu d'autres méthodes innovantes, comme le fait de solliciter les pharmaciens et les pharmaciennes comme personnes relais pour les personnes victimes de violences, c'est-à-dire que comme on peut se rendre en pharmacie lors du confinement, les personnes victimes de violences peuvent alerter le pharmacien ou la pharmacienne par des mots-clés
Et cette pharmacien ou cette pharmacienne peut à ce moment-là appeler les numéros d'urgence pour aider la personne victime de violence. Et c'est quelque chose qui fonctionne. On a des retours plutôt positifs sur cette méthode-là. De la même manière, comme les supermarchés sont des endroits où on peut se rendre en période de confinement, il y a certaines associations qui ont mis en place des permanences d'écoute pour les personnes victimes de violences. Mais on remarque quand même que c'est assez difficile de mettre en place, puisque comme ça a été dit dans les présentations précédentes, il est difficile d'avoir des matériels de protection comme des masques et des gels hydroalcooliques. Et du coup, comme quand on n'a pas ces matériels de protection, on ne peut pas mettre en place des permanences d'écoute, mais on espère pouvoir les développer de plus en plus avec plus de matériel. Et on a aussi du coup les chats en ligne pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser leur téléphone et appeler les numéros d'urgence. Et ces chats en ligne sont à la fois utilisés par les associations, mais aussi par le gouvernement. Et ils ont été beaucoup partagés par les associations qui sont spécialisées sur la lutte contre les violences, dont le planning familial, et aussi par exemple Nous Toutes, qui a regroupé toutes les chats en ligne qui pouvaient exister et les a partagés pour être sûr que les personnes les connaissent. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et du coup, là, c'est 2 exemples de campagnes, puisque du coup, le digital est vraiment surutilisé dans cette période de confinement du fait de la distanciation sociale. Donc là, vous avez une campagne de UNICEF France en collaboration avec Nous Toutes, que je citais, donc le collectif féministe qui lutte contre les violences. Donc là, qui est pour les enfants victimes de violences, et il s'appelle Entendons leurs cris, puisque c'est suite à l'alerte des associations qui utilisaient le numéro de téléphone 119 et qui nous disaient qu'il n'y avait pratiquement plus d'appels, et du coup, ce qui est très inquiétant. Et vous avez à votre droite, du coup, un visuel du collectif Nous Toutes, qui, là, est pour les femmes victimes de violences conjugales et qui leur les alerte pour dire qu'elles ont le droit de sortir de leur confinement si elles sont victimes de violences. Next slide, s'il vous plaît. Et on entend souvent donc le fait que cette crise pandémique a déjà et va continuer à avoir un énorme impact sur l'économie, sur la macroéconomie. Et ce que nous, on observe sur le terrain en tant qu'association, c'est que cet impact sur l'économie, elle touche particulièrement les personnes qui étaient déjà en grande précarité avant cette crise. Donc là, je cite les personnes en situation de migration, donc les personnes qui sont sans papier, qui avaient parfois une activité illégale pour pouvoir avoir de l'argent et se nourrir et pouvoir se loger. Et donc, ces activités, dans la plupart, se sont arrêtées du fait du confinement. Et du coup, ces personnes sont dans une précarité beaucoup plus grande, comme pour les personnes sans domicile fixe, qui parfois, en plus, vont faire face à des intercations avec les forces de l'ordre, puisque du coup, ils n'ont pas d'attestation de déplacement, puisqu'ils n'ont pas de domicile fixe. Et donc, ça peut donner des situations assez compliquées. Et elles nous alertent aussi sur le fait qu'elles n'ont plus du tout de revenus, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus faire la manche dans la rue et avoir un minimum de sous pour pouvoir se nourrir. Et les personnes aussi en situation de prostitution et les travailleurs du sexe qui du coup n'ont plus d'activité non plus et sont encore plus en danger sur la question de la précarité. Mais sur une note un peu plus positive, on observe quand même un vrai travail en réseau avec les associations et les acteurs sociaux qui ont mis en place des permanences avec des salariés et des bénévoles pour donner accès à des logements, donner accès à de la nourriture et soutenir du coup ces personnes en situation précaire. Et on a aussi remarqué que la société civile se mobilise à travers du volontariat, des cagnottes aussi qui sont mises en ligne. Et on se réjouit de cette mobilisation citoyenne et qu'on voit qui augmente. Mais c'est quelque chose vraiment à prendre en compte post-confinement, déjà pendant le confinement, mais post-confinement, comment on va pouvoir répondre à cette précarité qui a augmenté encore plus. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et du coup, cette précarité et ces problèmes financiers touchent aussi les associations. Nous, on l'observe déjà au planning familial, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau local, puisque du coup, les projets sur lesquels les associations s'appuient pour leur santé financière et leurs revenus, en général, ne peuvent plus se faire du fait du confinement. Et du coup, il y aura une perte financière forte qui va mettre en danger la santé des associations. C'est quelque chose qu'on observe dans la plupart des associations féministes, de droits et de santé sexuelle et reproductive et les associations de femmes.
à la fois en France, à la fois en Europe et aussi au Sud. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il est hyper important dans la prise en charge de l'aide publique au développement, de prendre en compte ces associations qui ne sont pas forcément visibilisées pour pouvoir les soutenir financièrement et faire en sorte qu'elles continuent à exister post-confinement, puisque c'est à ces moments-là, on aura aussi beaucoup besoin d'elles. Et c'est surtout dans une démarche de solidarité et de sororité internationale que cette aide publique au développement doit être mise en place. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et voilà, je voulais vous remercier pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Super. Merci Alice. C'était vraiment intéressant de voir ce qui se passe en France en temps réel et merci pour partager votre expérience. Merci à tous les présentateurs pour les présentations dynamiques. Nous avons entendu toute une gamme des expériences au niveau mondial et également des excellents exemples des pays. Malheureusement, il semble que nous n'ayons pas le temps de poser des questions, mais je vais partager les questions avec les présentateurs qui pourraient peut-être vous répondre directement. Donc, avant de partir, je veux juste partager quelques ressources en français qui sont disponibles. Nos collègues de OMS Afro, ils organisent un webinaire jeudi. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le travail en Afrique, vous pouvez le joindre. Aussi, il y a des autres ressources de OMS, FIGO, etc. Et next, bon, j'aimerais remercier juste un rappel que les présentations seront envoyées par email et le webinaire sera enregistré et vous pouvez le trouver sur la chaîne de YouTube de OMS. Le lien, c'est là. J'aimerais remercier nos présentateurs encore une fois pour les présentations excellentes. Et pour les participants aussi, nous vous remercions et nous espérons que vous voir au prochain webinaire de IBP. Merci à tous et au revoir.